Tu n'as pas honte de te montrer ici, non? Après avoir abandonné ta propre mère mourir toute seule? Valérie a craché ces mots sur le parvis de la chapelle, devant tout le monde. Les oncles, les cousins, les anciens voisins de ma mère. Tout le monde a entendu. Madame Dubois, l'amie de ma mère depuis 30 ans, a baissé les yeux vers le sol. Le cousin Michel a détourné le regard et s'est engouffré précipitamment dans l'église. Personne ne m'a défendu. Le soleil tapait fort sur le trottoir, une chaleur lourde d'été. J'ai senti la chaleur monter le long de ma nuque, mais à l'intérieur, j'étais glacée. Valérie a croisé les bras et m'a toisée de haut en bas, avec ce mépris que je ne connaissais que trop bien. Puis, elle a sorti son téléphone et est retournée à l'intérieur, comme si je n'existais pas. Je suis restée figée là, serrant contre moi le sac à main noir que ma mère m'avait offert pour mon 60e anniversaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis entrée doucement et je me suis assise au fond, sur le dernier banc, loin de tout le monde. Vous savez ce que c'est? De s'occuper de quelqu'un toute une vie et, au moment où cette personne meurt, d'être traitée comme une moins que rien? C'était exactement ça. J'ai passé 10 ans à emmener ma mère chez le médecin chaque semaine. J'ai payé les médicaments non remboursés, les protections, les consultations. J'ai abandonné mon travail de couturière pour m'occuper d'elle à la maison quand sa tension est montée et qu'elle ne pouvait plus marcher seule. Et là, à son enterrement, c'était moi l'étrangère, la profiteuse, la fille indigne qui l'avait abandonnée. Mais Valérie ne savait pas une chose. 3 jours plus tard, la police allait frapper à sa porte. Et tout ce qu'elle avait fait allait éclater au grand jour. Attendez, vous n'avez pas encore entendu le pire. Je suis veuve depuis 22 ans. Jean-Pierre est mort dans un accident de moto en rentrant du travail. Il nous a laissés, ma mère et moi. Pas d'assurance vie, pas de pension, rien du tout. Je cousais à la maison. Je faisais des retouches pour les gens du quartier, des ourlets, des réparations. Je gagnais peu, mais ça suffisait pour payer le loyer et la nourriture. Ma mère a toujours vécu avec moi. Elle avait sa petite maison dans le quartier du Haut, mais après la mort de mon père, elle a tout vendu pour venir vivre avec moi. Elle disait qu'elle ne voulait pas rester seule. Quand elle a commencé à faire de l'hypertension et du diabète, j'ai dû ralentir la couture. Je ne pouvais pas la laisser seule toute la journée. Je l'emmenais au centre médical, j'achetais les médicaments à la pharmacie, je cuisinais sans sel, je contrôlais sa glycémie 3 fois par jour. Alain, mon frère, vivait à Lyon. Il travaillait chez Renault Trucks, à l'usine. Il appelait de temps en temps, envoyait un chèque pour son anniversaire, mais celle qui était là au quotidien, c'était moi. Et je ne me plaignais pas. C'était ma mère. Il y a eu une époque où j'ai vendu ma machine à coudre industrielle pour payer son hospitalisation. Pneumonie. 5 jours en clinique privée. L'hôpital public était saturé, il n'y avait pas de lit, j'ai dû payer de ma poche. Une autre fois, j'ai pris un crédit à la consommation pour acheter son fauteuil roulant. Celui que la Sécu proposait était vieux, cassé. Il lui faisait mal au dos. Et il y a eu ce jour où je ne suis pas allée au mariage de ma filleule parce que ma mère a fait une crise de tension en pleine nuit. Je suis restée avec elle aux urgences toute la nuit. Alain a toujours été gentil avec moi. On s'entendait bien. Il venait déjeuner ici tous les dimanches, apporter des pâtisseries, discuter avec maman, jusqu'à ce qu'il rencontre Valérie. Elle est apparue à un pot de fin d'année de l'usine, il y a environ 6 ans. Belle, bien habillée, avec une voix haut perchée. Alain est devenu fou d'elle. Ils se sont mariés rapidement. Au début, elle était polie avec moi. Elle souriait, disait bonjour. Mais je sentais qu'elle regardait ma maison, mon vieux canapé, ma gazinière usée, et qu'elle tordait le nez. Et puis ça a commencé. 2 mois après le mariage, Valérie a commencé à débarquer chez moi sans prévenir. Elle venait à l'heure du déjeuner, apporter des plats préparés dans des boîtes en plastique pour ma mère. Elle disait que c'était plus léger, plus diététique. Ma mère mangeait et lui faisait des compliments. Je restais là, dans la cuisine, à regarder la marmite que j'avais préparée le matin même. Ensuite, Valérie a commencé à poser des questions sur les médicaments. Lesquels c'étaient, à quelle heure elle les prenait, si je notais tout bien. Elle regardait les flacons sur la petite table du salon et secouait la tête, comme si je faisais tout de travers. « Martine, il faut que tu organises mieux ça. Ta mère risque de confondre. » J'organisais ça de la même façon depuis 5 ans.
Il n'y avait jamais eu de problème. Quelque temps plus tard, elle a apporté un pilulier semainier. Un de ceux avec des compartiments pour chaque jour. Elle a tout trié elle-même, devant ma mère. Voilà maman Thérèse. C'est plus simple maintenant, non? Plus besoin de demander à Martine tout le temps. Ma mère a souri. Elle a remercié. Je n'ai rien dit. Puis est venu le jour où Valérie a appelé pour prendre rendez-vous chez le cardiologue sans me prévenir. Je l'ai su seulement parce que ma mère a commenté, en passant, qu'elle allait chez le médecin jeudi. « Quel rendez-vous, maman ? C'est Valérie qui a pris rendez-vous. Elle a dit que c'était urgent, que le docteur s'inquiétait des résultats de la dernière prise de sang. Je n'étais au courant d'aucune prise de sang. J'ai appelé Alain. Dis donc, Alain, c'est quoi cette histoire de rendez-vous que Valérie a pris sans m'en parler? Ah, Martine, elle essaie juste d'aider. Tu te plains que tout repose sur tes épaules, et maintenant que quelqu'un t'aide, tu te fâches? Je n'étais pas fâchée. J'étais confuse. Le jeudi, Valérie est venue chercher ma mère. Je m'étais habillée pour y aller avec elle. Elle m'a regardée et a dit « Ce n'est pas la peine, Martine. Je l'emmène. Profites-en pour te reposer un peu. » Ma mère était déjà sur le pas de la porte, son sac à main au bras, à attendre. Elles sont parties. Je suis restée. Après ça, chaque rendez-vous était comme ça. Valérie prenait rendez-vous, prévenait ma mère, venait la chercher, la ramenait. Je la prenais toujours après coup. Une fois, j'ai demandé ce que le médecin avait dit. Ma mère a dit qu'elle ne se souvenait plus très bien, que c'était Valérie qui avait discuté avec lui. Mais c'est moi ta fille, maman. C'est moi qui suis toujours venue aux consultations. Oh, Martine, Valérie s'y connaît mieux dans ces choses-là. Elle a travaillé dans l'administration d'un hôpital, tu sais. Je ne savais pas que Valérie avait travaillé à l'hôpital. Personne ne me l'avait jamais dit. Puis a commencé l'histoire du déménagement. Un dimanche, Alain est venu déjeuner et a lâché comme ça l'air de rien. Martine, avec Valérie, on pensait « Maman est de plus en plus faible, non? Je crois qu'elle serait mieux chez nous. On a une chambre au rez-de-chaussée, pas d'escalier, c'est plus facile pour elle. » Je l'ai regardée. J'ai regardé ma mère. Elle jouait avec sa fourchette, silencieuse. Elle vit avec moi depuis 20 ans, Alain. Je sais, Martine. Mais tu as déjà fait beaucoup. Maintenant, laisse-nous aider. Valérie est entrée dans le salon à ce moment-là. Elle s'est assise à côté de ma mère et lui a pris la main. « Maman Thérèse, vous allez adorer être à la maison. Il y a le jardin. Il y a du soleil le matin. Vous serez tout près de nous. » Ma mère m'a regardée. Puis elle a regardé Valérie. Et elle a souri. 3 semaines plus tard, ils l'ont déménagé. J'ai aidé à faire les cartons. J'ai plié les vêtements, trié les médicaments, tout mis dans une boîte. Valérie restait à côté, à vérifier, notant tout sur un petit carnet. « Martine, tu peux me laisser ces papiers? Carte d'identité, carte vitale, livret de famille, au cas où on aurait besoin de quelque chose et que tu ne sois pas là. » Je les lui ai donnés. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ils ont emmené ma mère un jeudi après-midi. Je suis restée sur le trottoir à faire un signe de la main. Elle m'a fait un signe en retour, toute petite sur la banquette arrière de la voiture. Au début, j'y allais toutes les semaines. J'apportais un gâteau, je restais discuter. Mais Valérie était toujours dans les parages. Elle interrompait toujours. « Maman Thérèse, c'est l'heure du cachet. Maman Thérèse, c'est l'heure du goûter. Maman Thérèse, le docteur a dit qu'il ne faut pas rester assise trop longtemps. » Jusqu'au jour où je suis arrivée là-bas et le portail était fermé. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai appelé Alain. « Alain, je suis devant le portail. Vous êtes où? » On est sorti, Martine. On a emmené maman chez le médecin. « Encore? Quel médecin? » « Examen de routine. Je te rappelle. » Il n'a pas rappelé. J'ai commencé à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond, mais je ne savais pas quoi. Je le sentais, c'est tout. Alors, j'ai commencé à garder des choses. Les reçus de pharmacie que j'avais payés, la facture du fauteuil roulant, des vieux papiers de rendez-vous où mon nom figurait comme accompagnatrice. Je ne savais pas pourquoi. Je gardais, c'est tout. Et j'attendais. C'est Madame Dubois, l'amie de ma mère, qui m'a appelée. « Martine, il faut que je te dise quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... » Sophie, qui travaille à l'étude notariale sur l'avenue, m'a dit que Valérie est passée là-bas avec ta mère la semaine dernière. Elle a dit que c'était pour enregistrer un testament.
Je me suis figée. Un testament? Quel testament, Madame Dubois? Je ne sais pas. Sophie m'en a parlé parce qu'elle a trouvé ça bizarre. Ta mère était un peu confuse, tu sais. Elle ne répondait pas bien quand on lui posait des questions. C'était Valérie qui parlait pour elle. J'ai raccroché et je suis restée debout, dans mon salon vide. Ma mère n'avait jamais parlé de testament. Elle avait l'argent de la vente de sa maison, qui était placé sur un livret A. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à elle. Je savais qu'elle avait toujours voulu tout diviser en deux, moi et Alain. Elle disait ça depuis la mort de mon père. Quand je mourrai, vous partagerez. C'est juste. Mais maintenant, il y avait un testament, et je n'étais au courant de rien. Le dimanche suivant, je suis allée chez Alain. J'ai frappé. Valérie a ouvert, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bonjour, Martine. Quelle surprise. Je suis venue voir ma mère. Elle dort, elle ne se sent pas bien. J'attendrai. » Valérie est restée plantée dans l'encadrement de la porte. Je suis entrée quand même. Je me suis assise dans le salon. Je suis restée là 1 heure. Valérie faisait les 100 pas, tapotant sur son téléphone, soupirant bruyamment, jusqu'à ce qu'elle dise « Martine, ta mère ne va vraiment pas bien. Je crois qu'il vaut mieux que tu reviennes un autre jour. Je vais aller la voir dans sa chambre. » « Tu ne peux pas. » Elle se repose. Je me suis levée. Valérie s'est mise en travers de mon chemin. « Martine, pour l'amour de Dieu, respecte-la. Elle a besoin de silence. » Je suis partie. Mais avant de sortir, j'ai entendu ma mère tousser dans la chambre. Elle était réveillée. Le lundi matin, je suis allée à l'étude notariale. J'ai demandé à parler à quelqu'un. Un jeune clerc m'a reçu, un homme à lunettes. Je voudrais savoir s'il existe un document enregistré au nom de ma mère, Thérèse Martin. Il a tapé sur son ordinateur. Il a regardé l'écran. Il m'a regardé. Il y a un testament authentique enregistré il y a 15 jours. Mon estomac s'est noué. Je peux le voir? Vous êtes sa fille? Oui. Il a imprimé une copie. Il me l'a tendue. J'ai lu, là, devant lui. L'argent du livret A, tout ce qui restait de la vente de la maison, tout allait à Alain. Seulement à Alain. Son nom était écrit 3 fois. Le mien n'apparaissait pas. À la fin, il y avait la signature de ma mère. Sauf que je connaissais son écriture. Ce n'était pas son écriture. J'ai plié le papier et je l'ai rangé dans mon sac. Merci. Je suis sortie de là avec les jambes en coton. Le soir, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieux papiers de ma mère. J'ai cherché l'acte de propriété de la vieille maison, de l'époque où elle était encore mariée avec mon père. J'ai pris une lettre qu'elle m'avait écrite il y a des années, quand j'étais malade. J'ai tout mis à côté de la copie du testament. La signature était différente, complètement différente. Quelqu'un avait signé à sa place. Les jours suivants, j'ai commencé à me souvenir de certaines choses. Valérie qui demandait toujours les papiers. Valérie qui emmenait ma mère à la banque toute seule. Valérie qui disait qu'elle avait réglé des trucs sur le compte épargne. Je suis allée à la banque. J'ai demandé le relevé de compte de ma mère. On m'a dit que je ne pouvais plus y accéder, que seul le mandataire légal avait accès désormais. Mandataire? Quel mandataire? Alain Martin, enregistré il y a 2 mois par procuration générale. J'ai raccroché, j'ai rappelé. Cette fois, j'ai demandé à parler au directeur de l'agence. J'ai expliqué que j'étais sa fille, que je m'étais toujours occupée d'elle, qu'il y avait quelque chose de louche. Il m'a demandé de passer. J'y suis allée le lendemain. Le directeur m'a montré la procuration, signée par ma mère, ou plutôt signée par quelqu'un qui se faisait passer pour elle. « Madame, vous voulez contester ? » ?»« Oui. »« Alors il vous faudra un avocat et des preuves. » J'avais des preuves. J'avais les reçus de tout ce que j'avais payé pour elle ces 10 dernières années. Médicaments, protection, consultation, fauteuil roulant, clinique. J'avais les vieilles lettres avec sa vraie signature. J'avais le numéro de Madame Dubois, qui avait vu ma mère confuse chez le notaire. Et j'avais la copie du faux testament. Je suis sortie de la banque et je suis allée directement à la papeterie. J'ai acheté une chemise cartonnée bleue, de celle avec un élastique. J'ai tout mis dedans, bien rangé, classé par date. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas appelé Alain. Je n'ai pas confronté Valérie. J'ai juste tout gardé. Et j'ai attendu. Ma mère est morte un mardi à l'aube.
Je ne l'ai même pas su sur le moment. C'est Alain qui m'a appelé à 9 heures du matin. Martine, maman est décédée cette nuit. Arrêt cardiaque. On a appelé le SAMU, mais c'était trop tard. Je suis restée muette. J'ai serré le téléphone dans ma main, aucun son ne sortait. Martine, tu es là ? Je suis là. L'enterrement aura lieu demain, à la chapelle Saint-Joseph. Je te préviens pour l'heure. Il a raccroché. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le mur. Ma mère était morte et je n'étais même pas là. On ne m'avait pas appelée. On ne m'avait pas prévenu qu'elle allait mal. J'ai passé la journée toute seule. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. J'ai seulement pleuré. Le lendemain, je me suis préparée. J'ai mis la robe noire que j'avais gardée pour l'occasion. J'ai mis un rouge à lèvres clair parce que ma mère disait toujours que ça m'allait bien. J'ai pris le sac qu'elle m'avait offert et j'y suis allée. La chapelle était pleine. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Des voisins de l'ancienne rue. Des gens de la paroisse. Tout le monde en noir, parlant à voix basse. Je suis entrée doucement. J'ai regardé le cercueil. Ma mère était là, paisible, dans sa robe bleue. Celle que je lui avais achetée pour ses 80 ans. Je me suis approchée. J'ai touché sa main. Elle était glacée. Au revoir, maman. Je suis restée là quelques minutes, juste elle et moi, jusqu'à ce que je sente une main sur mon épaule. Je me suis retournée. C'était Valérie. Martine, viens voir une minute. Je l'ai suivie jusqu'au porche de la chapelle. Je pensais qu'elle allait me dire quelque chose sur la cérémonie, l'heure, ce genre de choses. Mais non. Elle m'a toisé de haut en bas. Elle a croisé les bras. Et elle a lâché. « Tu n'as pas honte de te montrer ici, non ? Après avoir abandonné ta propre mère mourir toute seule ?» Il y avait du monde derrière moi. Madame Dubois, le cousin Michel, Madame Renard, la voisine. Tout le monde a entendu. Je suis restée paralysée. Impossible de dire un mot. Valérie a continué. « Tu as disparu. Pas un coup de fil, pas une visite. Tu t'en fichais de savoir si elle était morte ou vivante. C'est moi qui me suis occupée d'elle ces derniers mois. Moi, pas toi. » Madame Dubois a regardé le sol. Michel a détourné le regard et est entré dans la chapelle. Personne n'a rien dit. « Et maintenant tu viens là ? Pour quoi faire ? Pour jouer à la fille éplorée ? Pour voir s'il reste quelque chose à gratter ? » J'ai senti mon visage brûler. Sa voix résonnait sous le porche. Tout le monde écoutait. Elle a pris son téléphone et a commencé à taper dessus, comme si je n'existais plus. Puis elle est rentrée et est allée droit vers le cercueil où Alain se tenait debout, immobile. Je suis restée là, seule. Madame Renard est passée devant moi et a regardé ailleurs. Madame Dubois est venue vers moi, m'a touché le bras et a chuchoté. « Martine, rentre chez toi. Ça ne va pas bien finir. » Je suis entrée dans la chapelle. Je me suis assise tout au fond, au dernier rang, loin de tout le monde. Le prêtre est arrivé et a commencé la messe. J'en ai entendu la moitié. L'autre moitié, je l'ai passée à regarder le cercueil, en pensant que ma mère était morte loin de moi, que je n'avais même pas eu la chance de lui dire adieu. Quand ça a été fini, tout le monde est allé au cimetière. J'y suis allée aussi. Mais je suis restée à l'écart, en dehors du groupe. Personne n'est venu me parler. Après l'enterrement, Alain a invité tout le monde à un verre de l'amitié. Chez lui. Je n'y suis pas allée. Je suis rentrée chez moi, seule. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé la photo de ma mère sur l'étagère. Elle souriait. Cette photo datait d'il y a 10 ans, quand elle marchait encore seule. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais plus. Je suis restée là, sentant qu'on m'avait tout arraché. Ma mère, ma dignité, mon histoire. Mais j'avais cette chemise bleue rangée dans l'armoire. Et je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Les premiers jours après l'enterrement, je n'ai rien fait. Je restais allongée à regarder le plafond. Je mangeais à peine. Je ne répondais pas au téléphone. La maison était devenue trop silencieuse. Parfois, je regardais la porte et j'attendais que ma mère arrive. Cette habitude stupide de croire qu'elle était encore en vie, qu'elle allait passer la porte et demander si j'avais fait du café. Mais il n'y avait personne. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré seule, la nuit, le visage enfoui dans l'oreiller. J'ai pleuré de rage, de tristesse.
d'humiliation. Je repensais à l'enterrement, à la voix de Valérie résonnant dans la chapelle, au visage des gens qui m'évitaient, à la façon dont Alain était resté planté là, sans me défendre. Un soir, j'ai pris la boîte de vieilles photos que je gardais dans l'armoire. Je me suis assise par terre dans le salon et je les ai regardées une par une. Ma mère jeune, à son mariage. Ma mère me tenant bébé dans ses bras. Ma mère à la fête des 15 ans de la voisine. Ma mère assise dans son fauteuil roulant, souriante, avec le gâteau d'anniversaire que je lui avais fait l'année dernière. Il y avait une photo qui m'a brisée. C'était elle à l'hôpital, quand elle avait eu sa pneumonie. J'étais à côté, je lui tenais la main. Elle était faible, mais elle me regardait de cette façon bien à elle, en me faisant confiance. J'ai pris soin d'elle. 10 ans. 10 ans à me réveiller la nuit pour prendre sa tension. 10 ans à l'emmener chez le médecin. 10 ans à acheter des médicaments, à cuisiner sans sel, à changer ses protections, à lui donner le bain. Et à la fin, j'étais celle qui l'avait abandonnée. Mais là, au milieu de toutes ces larmes, je me suis levée. J'ai essuyé mon visage et j'ai pensé « Non, ça ne se passera pas comme ça ». Je suis allée à l'armoire et j'ai pris la chemise bleue. Je l'ai ouverte sur la table de la cuisine. J'ai tout étalé. Il y avait la copie du faux testament, les vieilles lettres de ma mère avec sa vraie signature, l'acte de vente de la vieille maison, les reçus de pharmacie que j'avais payés, la facture du fauteuil roulant, le justificatif de la clinique que j'avais payé avec l'argent de la machine à coudre. Il y avait le petit papier jauni du crédit que j'avais pris pour acheter le fauteuil. Je le payais encore. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. J'ai fait une liste de tout ce que j'avais dépensé pour ma mère ces 10 dernières années. Médicaments, consultations, examens, protection, fauteuil, hospitalisation. J'ai tout additionné. Ça faisait plus de 15 ou 20 000 euros. De l'argent sorti de ma poche, de mon travail, de ma vie. Ensuite, j'ai regardé à nouveau le testament. J'ai relu chaque ligne. La signature de ma mère en bas était complètement différente de celle des vieilles lettres. N'importe qui comparant les deux le verrait. Je me suis souvenu de Madame Dubois disant que Sophie, de l'étude notariale, avait commenté que ma mère était confuse le jour de la signature, que c'était Valérie qui répondait pour elle. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Madame Dubois. « Madame Dubois, je dois parler à Sophie. Vous avez son numéro ?»« Je l'ai, Martine, mais... » »« Pourquoi faire ? J'ai besoin de son aide. C'est au sujet de ma mère. » Madame Dubois est restée silencieuse à l'autre bout du fil, puis elle a soupiré. « Laisse-moi lui parler d'abord. Si elle accepte de te voir, je te passe le contact. » Le lendemain, Madame Dubois m'a rappelé. Elle a dit que Sophie acceptait de me rencontrer, mais discrètement. Pas à l'étude. On s'est donné rendez-vous dans un café près de la gare. Sophie était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, lunettes de vue. Elle s'est assise en face de moi et a parlé tout de suite. « Martine, je ne peux vous donner aucun document officiel. Vous comprenez ? Je peux perdre mon travail. Je sais, je veux juste que vous me racontiez ce que vous avez vu. » Elle a pris une grande inspiration. Votre mère était très confuse. Elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. Elle demandait « Pourquoi je dois signer ça ?» Et Valérie répondait pour elle. Elle disait « C'est juste pour faciliter les choses, tante Thérèse, pour pas avoir de problèmes après. » Vous l'avez vu signer ? Oui, mais sa main tremblait beaucoup. Valérie lui a tenu la main. Elle a guidé le stylo. J'ai senti une pointe au cœur. Vous pensez que c'est ma mère qui a signé ? Sophie a détourné le regard. Je pense que quelqu'un l'a un peu trop aidée. Elle est restée encore quelques minutes avec moi. Elle a dit que si on avait besoin d'elle comme témoin, elle viendrait, mais qu'elle avait peur pour son poste. Je l'ai remerciée et je suis partie. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert la chemise à nouveau. Maintenant, j'avais une chose en plus. Sophie comme témoin. Je suis allée à la banque le lendemain. J'ai demandé à parler à nouveau au directeur. Je lui ai montré tout ce que j'avais, les reçus, les lettres, la fausse signature. Il a regardé avec attention. Il a pris une loupe et a comparé les signatures. « Vous avez raison, madame, ça ne correspond pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez besoin d'un avocat. Et vous devez déposer plainte. Ça peut être qualifié d'escroquerie, de faux et usage de faux, d'abus de faiblesse.
Il m'a donné le nom d'un avocat qui travaillait avec une association d'aide aux victimes. J'ai noté sur un petit papier. Je suis sortie de la banque avec ma chemise bleue sous le bras. Je me suis arrêtée sur le trottoir, j'ai respiré à fond. J'ai regardé le ciel. Il était bleu, dégagé. Maman, je vais faire ça pour toi, et pour moi. Je suis rentrée. J'ai pris une feuille et j'ai fait une liste de ce que je devais faire. Parler à l'avocat. Déposer une main courante ou une plainte. Rassembler tous les témoins, Madame Dubois, Sophie, Madame Renard. Demander une copie du dossier médical de ma mère pour prouver qu'elle était confuse. Contester le testament. J'ai collé la liste sur le frigo. Chaque jour, je me réveillais et je regardais cette liste, et je rayais une chose à la fois. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas laisser Valérie tout garder. Je n'allais pas laisser ma mère être oubliée de cette façon. J'irai jusqu'au bout. L'avocat que le directeur m'avait indiqué s'appelait Maître Laurent. Il avait un petit cabinet dans un immeuble de bureau près du tribunal. Il faisait des consultations gratuites 2 fois par semaine. J'y suis allée un jeudi après-midi. La salle d'attente avait 3 chaises en plastique et une table avec de vieux magazines. J'ai attendu 40 minutes. Quand il m'a appelée, je suis entrée avec la chemise bleue sous le bras. Maître Laurent était un homme d'une 50aine d'années, un peu chauve, lunettes sur le nez. Il semblait fatigué, mais il a été poli. « Vous êtes Madame Martine ?»« Oui. »« Asseyez-vous, racontez-moi ce qui s'est passé. » J'ai tout raconté, depuis le début. Le veuvage, les années passées à soigner ma mère, l'arrivée de Valérie, le déménagement, la disparition des papiers, le faux testament, l'humiliation à l'enterrement. Il prenait des notes sur un bloc. Quand j'ai fini, il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit « Vous avez apporté des preuves ?» J'ai ouvert la chemise. J'ai tout posé sur le bureau. Les reçus, les vieilles lettres, la copie du testament, le relevé bancaire, le papier avec le nom de Sophie. Il a pris les vieilles lettres, il a regardé la signature, puis il a pris le testament. Il a comparé. Ce n'est pas votre mère qui a signé ça. Je sais. Il a pris les reçus. Il les a feuilletés un par un. Il s'est arrêté sur la facture du fauteuil roulant. Il m'a regardé. Vous avez payé tout ça toute seule ? Oui. Il a pris une grande inspiration. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Martine, je vais être franc avec vous. C'est grave. Faux et usage de faux. Escroquerie. Et très probablement abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Valérie risque le pénal. J'ai senti un frisson. Et qu'est-ce que je fais ? On va déposer plainte auprès du procureur de la République. Ensuite, je demanderai une expertise graphologique pour comparer les signatures. Je vais réunir toutes ces preuves et on va contester le testament. Et je demanderai à la justice d'enquêter sur les mouvements bancaires de votre mère ces derniers mois. Ça va prendre combien de temps ? Ça dépend. Ça peut prendre des mois, peut-être plus d'1 an. Mais votre dossier est solide. Les preuves sont bonnes. Il a pris une feuille et a commencé à écrire. Il a fait une liste de tout ce que je devais lui procurer. Le dossier médical de ma mère des 6 derniers mois pour prouver que sa santé mentale déclinait. Les témoins qui l'ont vue confuse, Sophie de l'étude, Madame Renard, Madame Dubois. Les relevés de comptes complets. Copie de la procuration que Valérie utilisait. N'importe quel message, enregistrement ou papier, prouvant que je m'étais toujours occupée d'elle. Vous avez quelque chose comme ça ? J'ai des vieux messages d'Alain, me remerciant de m'occuper de maman. J'ai des photos d'elle ici, dans le fauteuil roulant, avec la date sur le téléphone. Envoyez-moi tout par mail, tout peut servir. Il m'a donné sa carte de visite. Martine, à partir de maintenant, vous ne parlez plus à Valérie. Vous ne parlez plus à Alain. Rien. Laissez-moi faire. Quoi qu'il fasse, vous me prévenez. Je suis sortie de là plus légère. Je n'étais plus seule. Les jours suivants, j'ai couru partout pour tout récupérer. Je suis allée au centre médical, où ma mère était suivie. J'ai demandé copie de son dossier. L'infirmière me connaissait. Elle me l'a donné sans problème. Lors de la dernière visite, 3 mois avant sa mort, le médecin avait noté « Patiente présente une confusion mentale. Difficulté à se souvenir des noms et des dates. La famille signale une aggravation progressive. » J'ai apporté ça à Maître Laurent. Il l'a lu et a tapé du poing sur la table. Parfait. Ça prouve qu'elle n'était pas en état de signer un testament seule. Je suis allée voir Madame Renard,
la voisine. Elle habitait dans la même rue que l'ancienne maison. J'ai sonné. Elle m'a reçu avec du café et du gâteau. « Madame Renard, j'ai besoin de votre aide. » Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les documents. Elle s'est mise en colère. « Cette Valérie a toujours été une pimbèche. Je voyais ta mère à la fenêtre, le regard vide, l'air perdu. Plusieurs fois je l'appelais et elle ne répondait même pas. Elle allait mal, Martine. Elle allait vraiment mal. Vous accepteriez de témoigner ? Bien sûr. Ce qu'ils ont fait à ta mère, c'est pas juste. C'est pas juste. Ma mère était déjà morte, mais Madame Renard en parlait comme si elle souffrait encore. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Sa mémoire était salie. Je suis retournée voir Maître Laurent avec tout ça. Il a rassemblé les preuves, les a classées par date, agrafées. Il a fait un dossier épais comme ça. Maintenant, on va au commissariat. On va tout enregistrer. Faux, escroquerie et abus de faiblesse. On y est allé ensemble. Moi, lui et la chemise bleue. L'officier qui nous a reçus a tout écouté. Il a lu les documents. Il a appelé le greffier pour taper la déposition. « Madame, vous voulez porter plainte contre Valérie ? » ?»« Oui. » »« Et contre Alain ?» J'ai hésité. C'était mon frère. Maître Laurent m'a regardé. « Martine, il a signé comme mandataire. Il a utilisé l'argent de votre mère. Il savait. » J'ai fermé les yeux. J'ai respiré à fond. « Oui. » La plainte a été enregistrée. Ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête, qu'ils demanderaient une expertise, qu'ils allaient convoquer Valérie et Alain pour une audition. Ça peut prendre quelques jours, mais on va creuser. Je suis sortie de là en tremblant. Pas de peur, de soulagement. Maître Laurent m'a raccompagnée jusqu'à la porte. « Martine, maintenant il faut attendre, mais soyez tranquille. La justice est lente, mais elle arrive. » Je suis rentrée chez moi. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé la photo de ma mère. Maintenant, c'est entre leurs mains, maman. 3 jours plus tard, la police a frappé à la porte de Valérie. Après être sortie du commissariat, je ne tenais pas en place. Je tournais en rond dans la maison, rangeant des trucs qui n'avaient pas besoin d'être rangés. J'ai lavé la vaisselle qui était déjà propre. J'ai balayé le sol 2 fois. Mon cerveau ne s'arrêtait pas. Je pensais à ce qui allait se passer quand la police arriverait là-bas. À la réaction de Valérie, à ce qu'Alain allait dire, s'ils allaient essayer de m'appeler, de me chercher, de me menacer. Maître Laurent m'avait dit de ne pas répondre à leurs appels, de ne pas répondre aux messages, de tout laisser entre les mains de la justice. Mais c'était dur. La nuit avant que la police n'y aille, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à fixer le plafond, repassant tout dans ma tête. Chaque humiliation, chaque mensonge, chaque fois qu'ils avaient fait semblant que je n'existais pas. Je me suis levée à l'aube et je suis allée à la cuisine. J'ai fait du café, je me suis assise à la table et j'ai ouvert la chemise bleue à nouveau. J'ai passé mon doigt sur les reçus, les lettres, les photos. J'ai pris la photo de ma mère à l'hôpital, celle où je lui tenais la main. J'ai bien regardé son visage. Elle me faisait confiance. Et je n'allais pas laisser effacer ça. J'ai tout rangé dans la chemise. Je l'ai mise dans l'armoire. J'ai fermé. J'ai pris une douche. Je me suis préparée. J'ai mis un pantalon noir et un chemisier blanc. Simple. Je me suis peignée. Je me suis regardée dans la glace. Je n'étais plus cette femme brisée de l'enterrement. J'étais revenue. Maître Laurent m'a appelé à 9h du matin. « Martine, les agents vont chez Valérie aujourd'hui, à 11h. Perquisition et saisie. Ils vont prendre les documents, les téléphones, les ordinateurs. Et ils vont les convoquer, elle et Alain, pour une audition. » Mon cœur s'est emballé. Et moi ? Toi, tu restes chez toi. Tu ne fais rien. Laisse-les venir à toi s'ils veulent. Mais n'ouvre pas. Au moindre souci, tu m'appelles. D'accord. J'ai raccroché. Je suis restée assise sur le canapé à regarder l'horloge. 10h, 10h15, 10h30. Chaque minute semblait durer 1 heure. À 10h50, je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. J'ai regardé la rue. C'était une journée normale. Du soleil, des gens qui passaient, des voitures. Mais pour moi, ce n'était pas une journée normale. Aujourd'hui, la vérité allait éclater. 11h. J'ai imaginé la scène. La police qui sonne à la porte, Valérie qui ouvre, tout apprêtée,
avec ce petit sourire en coin. Le sourire qui disparaît quand elle voit les uniformes. Alain qui arrive du salon, demandant ce qui se passe. Le mandat présenté sous leurs yeux. La tête des deux qui change de couleur. J'ai respiré à fond. Je me suis rassise. J'ai pris la tasse de café qui était sur la table. Il était froid, mais je l'ai bu quand même. Le téléphone a sonné. J'ai regardé. C'était Alain. Je n'ai pas répondu. Ça a sonné encore. Et encore. Encore. J'ai éteint la sonnerie. Je suis restée là, calme, écoutant le silence de la maison. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait enduré. J'ai pensé à tout ce que j'avais enduré. Et j'ai pensé que, enfin, quelqu'un allait entendre la vérité. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était pas pour l'héritage. C'était pour la dignité. C'était pour le respect. C'était pour ne pas laisser effacer l'histoire d'une femme qui avait donné sa vie pour sa famille. Le téléphone s'est rallumé. Cette fois, c'était Valérie. J'ai regardé son nom sur l'écran. Et j'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça coupe. Ensuite, les messages sont arrivés. Plusieurs, l'un après l'autre. Je n'en ai ouvert aucun. Je suis restée là, ferme, à attendre. La justice s'était mise en marche. C'est Madame Dubois qui m'a appelée en premier. « Martine, la police est chez Alain. Il y a 2 voitures devant le portail. Tout le quartier regarde. » Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Ils sont entrés avec des papiers à la main. Valérie hurle là-dedans. On l'entend d'ici. J'ai raccroché. Je suis restée assise sur le canapé, les mains croisées. Le cœur battait vite, mais la tête était froide. Une demi-heure plus tard, Maître Laurent m'a appelé. « Martine, c'est fait. Ils ont saisi les documents, l'ordinateur, le téléphone de Valérie. Ils ont trouvé des brouillons de procuration, des mails échangés avec Alain sur le compte de ta mère. Il y a plein de choses. Et eux? Convoqués. Ils vont devoir déposer la semaine prochaine. Et il y a plus. L'expert analyse déjà le testament. Premières impressions, signature falsifiée. Valérie est dans de sales draps. » J'ai fermé les yeux. « Merci, maître. »« Martine, prépare-toi. Ils vont essayer de te parler. Ne réponds pas. Laisse tout passer par moi. » Dans l'après-midi, Alain s'est pointé à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre. Il est descendu de la voiture, nerveux, regardant de tous les côtés. Il est venu jusqu'au portillon. Il a sonné. Je suis restée figée dans le salon. Je n'ai pas bougé. Il a sonné encore. Il a tapé sur le portillon. « Martine, Martine, ouvre! Il faut qu'on parle !» Je n'ai pas ouvert. Il est resté là 5 minutes, à frapper, à appeler, jusqu'à ce qu'il parte. Le téléphone n'arrêtait pas. Message après message. « Martine, c'est quoi cette folie? Tu as appelé la police? Tu es malade? » « Martine, Valérie n'a rien fait. C'est un malentendu. On peut régler ça en famille, pas besoin de la justice. Je les ai tous lus en notification, et je n'ai répondu à aucun. 3 jours plus tard, la convocation pour ma déposition est arrivée. Témoin à charge. Maître Laurent m'a accompagné. On est arrivé au commissariat tôt le matin. Il y avait d'autres gens qui attendaient. Sophie de l'étude était là. Madame Renard aussi. Le commissaire m'a appelé en premier. Je suis entrée dans un petit bureau avec une table, un ordinateur et un agent à côté. Le commissaire s'est assis en face de moi. « Vous êtes Madame Martine Martin ? » ?»« Oui. »« Fille de la défunte Thérèse Martin ? » ?»« Oui. » »« Racontez-nous, en détail, comment était la relation entre vous et votre mère ces dernières années. » J'ai tout raconté, depuis le jour où elle est venue vivre avec moi. Les 10 ans de soins, les médicaments, les consultations, la pneumonie, le fauteuil roulant, l'argent que j'ai dépensé, tout. L'agent tapait vite sur son clavier. Et quand Valérie est entrée dans la famille, j'ai raconté le déménagement, les papiers disparus, les rendez-vous pris à mon insu, le jour où on m'a empêché d'entrer dans la chambre de ma mère. Et le testament, vous étiez au courant? Non, je l'ai découvert après sa mort, par hasard, grâce à une amie qui travaille à l'étude notariale. Le commissaire a ouvert un dossier. Il a sorti une copie du testament. Il l'a mise devant moi. « C'est la signature de votre mère ?» J'ai regardé. J'ai secoué la tête. Non. Il a posé une autre feuille à côté, une vieille lettre qui était dans mon dossier de preuves.
Et celle-là? Celle-là, oui. Il a pris une loupe. Il a comparé les deux. Il a fait un signe à l'agent. Notez, le témoin confirme la divergence graphique. Ensuite, il m'a interrogé sur l'humiliation à l'enterrement, sur ce que Valérie avait dit. Qui avait entendu? Comment je m'étais sentie? J'ai tout raconté, sans pleurer. Ferme. Merci, Madame Martine. Vous pouvez attendre dehors. Je suis sortie et je me suis assise dans le couloir. Sophie est entrée après moi. Elle est restée dedans 20 minutes. Quand elle est sortie, elle est venue vers moi. J'ai tout dit. Comment ta mère était confuse. Comment Valérie lui tenait la main pour signer. Comment j'ai trouvé ça louche. Merci, Sophie. Je devais le faire. C'était pas juste. Madame Renard a déposé ensuite. Elle a raconté les fois où elle voyait ma mère à la fenêtre, perdue. Comment Valérie ne laissait entrer personne. En fin d'après-midi, c'était le tour de Valérie. Je ne l'ai pas vue entrer, mais j'ai entendu sa voix dans le couloir, perçante, nerveuse. C'est de la persécution. Je me suis occupée de cette femme. Moi. Maître Laurent m'a tirée à l'écart. Viens, Martine. Ne reste pas près d'elle. On est sorti par une porte latérale. Dans la voiture, il m'a dit que l'expertise avait donné le résultat préliminaire. Signature falsifiée. Sans aucun doute. Et maintenant? Maintenant, le procureur va engager des poursuites. Faux en écriture privée, escroquerie, abus de faiblesse. Valérie va aller au pénal. Alain aussi, comme complice. Et l'héritage? On va demander l'annulation du testament. Avec les preuves qu'on a, c'est une question de temps. Ta mère n'était pas en état de signer ça. Juridiquement, ce testament est nul. J'ai posé ma tête contre la vitre de la voiture. Combien de temps? Quelques mois. Mais ça va aller, Martine. Tu as tout bien fait. Une semaine plus tard, la décision du juge est tombée. Testament suspendu jusqu'au jugement définitif. Bien de ma mère gelé. Personne ne touchait à rien tant que le procès n'était pas fini. Valérie a essayé de m'appeler à nouveau. Je n'ai pas répondu. Alain a envoyé un message. « Martine, laisse tomber, on est une famille. » J'ai écrit en retour. Pour la première et unique fois, la famille n'humilie pas. La famille ne vole pas. La famille ne falsifie pas la signature d'une mère malade. J'ai bloqué son numéro. 2 mois plus tard, il y a eu l'audience de conciliation. Le juge a convoqué tout le monde. Moi, Alain, Valérie, les avocats. On s'est assis dans une petite salle. Moi d'un côté, eux de l'autre. Valérie ne me regardait pas. Elle tripotait son téléphone, le visage fermé. Alain était fini, maigre, les yeux cernés. Il m'a regardé une fois, avec l'air de vouloir dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Le juge a lu le dossier. Puis, il a regardé Valérie. « Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Elle a levé la tête. « J'ai soigné cette femme. Je méritais cet héritage. » Le juge a tapé du poing sur la table. « Vous avez falsifié une signature. Vous avez manipulé une personne âgée, vulnérable. Ce n'est pas soigné. C'est un crime. Elle s'est tue. » Le juge a regardé Alain. « Et vous, monsieur ?» Alain a baissé la tête. « Je ne savais pas que c'était comme ça. » Valérie a dit que tout était en règle. Le juge a soupiré. « Vous avez signé comme mandataire. Vous avez déplacé de l'argent qui n'était pas à vous. Vous saviez. » Silence. Le juge m'a regardé. « Madame Martine, voulez-vous proposer un accord ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Alain, puis Valérie. « Je veux qu'ils rendent ce qui me revient de droit, et qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait à ma mère. » Le juge a hoché la tête. Pas d'accord trouvé, la procédure continue. L'audience est levée. On est sortis, moi devant, eux derrière. Sur les marches du tribunal, Alain m'a appelé. « Martine. » Je me suis arrêtée, je me suis tournée. Il avait les yeux pleins d'eau. « Je suis désolée. » Je l'ai regardé. Mon frère, le même qui jouait avec moi quand on était gamin. Le même qui venait déjeuner ici tous les dimanches. Moi aussi je suis désolée, Alain. Désolée que tu aies laissé faire ça. Désolée que tu ne m'aies pas défendu à l'enterrement. Désolée que tu aies choisi le mauvais camp. Je lui ai tourné le dos et je suis partie. Le jugement a été rendu 6 mois plus tard. Le tribunal a annulé le testament. Il a déclaré que ma mère n'avait pas ses facultés mentales pour signer, que la signature était fausse, qu'il y avait eu abus de faiblesse.
L'héritage a été divisé en deux, moi et Alain. Comme ma mère l'avait toujours voulu. Mais il y avait plus. Valérie a été condamnée pour faux et usage de faux et escroquerie. Peine, 2 ans et 4 mois, elle a fait appel, mais elle a perdu. Aujourd'hui, elle purge sa peine sous bracelet électronique. Elle ne peut pas quitter la ville. Elle doit pointer au commissariat. Son nom est apparu dans le journal local. Femme condamnée pour avoir falsifié le testament d'une octogénaire. Tout le quartier l'a su. Tout le monde à l'usine d'Alain l'a su. Elle a perdu son travail. Elle a perdu ses amis. Elle a perdu cette réputation à laquelle elle tenait tant. Alain s'en est tiré avec du sursis parce qu'il avait un casier vierge. Mais le juge a estimé qu'il avait été manipulé par sa femme. Par contre, il a dû rembourser tout ce qu'il avait prélevé sur le compte de ma mère, avec les intérêts. Ça faisait presque 15 000 €. Il a vendu sa voiture pour payer. Valérie a demandé le divorce 2 mois après le jugement. Elle a dit qu'elle ne resterait pas avec un homme faible qui n'a pas su défendre sa famille. Alain s'est retrouvé seul. Il a essayé de me parler quelquefois. Il a envoyé des messages d'excuses. Il a dit qu'il avait été bête, qu'il avait été aveugle, qu'il aurait dû s'en rendre compte. J'ai lu, mais je n'ai pas répondu. Jusqu'au jour où il s'est présenté ici. Il a sonné. J'ai ouvert. Il était différent, plus vieux, plus cassé. « Martine, je sais que tu ne me dois rien, mais je voulais te demander pardon, en personne, en te regardant dans les yeux. Je suis restée sur le seuil. Je ne l'ai pas fait entrer. Alain, tu m'as humilié, tu as laissé cette femme m'humilier devant tout le monde à l'enterrement de notre mère. Tu es resté muet. Je sais. Tu as signé des papiers qui m'enlevèrent l'héritage. Tu as touché à l'argent que maman avait mis de côté toute sa vie. Tu savais que c'était mal. » Il a baissé la tête. « Je sais, Martine, je sais tout ça, et je vais porter ce fardeau toute ma vie. » On est resté là, en silence, quelques secondes. « Je ne veux pas de toi près de moi maintenant, Alain. Peut-être un jour, mais pas maintenant. » Il a hoché la tête. Il s'est retourné et il est parti. Je n'ai pas de haine pour lui. Mais je n'ai pas non plus envie de l'avoir autour de moi. Peut-être dans le futur, ou peut-être pas. Et c'est très bien comme ça. Avec l'argent de l'héritage, j'ai payé toutes les dettes que j'avais faites pour soigner ma mère. Le crédit consommation, la carte bancaire qui était dans le rouge. Tout. Il en est resté un peu. Pas grand-chose, mais assez. J'ai acheté un billet de train et je suis allée à Aix-les-Bains. J'avais toujours voulu voir ça. Ma mère disait qu'elle voulait y aller un jour, mais on n'a jamais eu le temps. Je suis restée 1 semaine, seule. J'ai pris des bains thermaux. J'ai bien mangé. J'ai dormi sans souci. Le dernier jour, je me suis assise au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, et j'ai pensé « Maman, ça c'est pour toi, pour nous. » Quand je suis rentrée, j'ai arrangé toute la maison. J'ai donné la moitié des vieilles affaires. J'ai repeint le mur du salon. J'ai acheté un nouveau canapé, tout petit mais joli. J'ai recommencé à coudre. Pas pour les autres, pour moi. Je fais des vêtements, je fais des rideaux, je fais ce qui me plaît. Je vends quelques pièces au marché le samedi. Je ne deviens pas riche, mais je suis en paix. Madame Dubois vient prendre le café ici chaque semaine. Madame Renard aussi. On discute, on rit, on se souvient de ma mère. Des bons moments. J'ai mis sa photo dans le salon, dans un cadre neuf. Chaque matin, je la regarde et je lui dis « Bonjour ». Il y a des gens qui m'ont demandé si je regrettais d'être allée jusqu'au bout, d'avoir appelé la police, d'avoir fait un procès. Non. Pas une seconde, parce que ce n'était pas pour l'argent. C'était pour la vérité, c'était pour la dignité. C'était pour ne pas laisser effacer l'histoire d'une femme qui s'est sacrifiée pour sa famille toute sa vie. Ma mère méritait qu'on se souvienne d'elle de la bonne façon, comme quelqu'un qui a été aimé, qui a été soigné, qui a eu une fille qui ne l'a jamais abandonnée. Et moi, je méritais d'être vue. Pas comme la fille qui a abandonné, mais comme la fille qui était restée, qui a soigné, qui s'est battue. Aujourd'hui, je dors en paix. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rancune. J'ai juste la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Valérie a tout perdu. Alain a perdu sa famille. Mais moi, j'ai récupéré ma dignité. J'ai récupéré mon histoire. Et j'ai récupéré la mémoire de ma mère. Et ça vaut plus que n'importe quel héritage. Si cette histoire t'a touché, dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu me parles.
Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui.